Et vous, si on vous proposait de participer à un jeu pour gagner des millions d'euros, est-ce que vous accepteriez ? Probablement. Maintenant, si je vous disais que ce jeu consistait à devoir être le dernier survivant parmi plus de 400 personnes, et que vous allez sûrement, pour ça, devoir les tuer, est-ce que vous accepteriez ? Sûrement pas. Pourtant, plus de 400 joueurs ont accepté dans la série Squid Game, et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que les organisateurs de ce jeu vont réussir à convaincre plus de 400 personnes de participer à un jeu dans lequel ils vont devoir tuer des centaines de personnes pour gagner de l'argent. Alors, en ayant vu plusieurs fois la série, j'ai remarqué que les organisateurs du jeu de Squid Game avaient une technique bien huilée qui fait appel à la fois à de la rhétorique et à des enjeux de criminologie. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. La première étape pour réussir à convaincre ces personnes, c'est déjà de faire ce qu'on appelle un profiling de la cible. Alors, je suis pas fan non plus des anglicismes. En gros, on va essayer de cibler des personnes précises et non pas demander à n'importe qui de participer. Alors, qui sont ces personnes qu'on va cibler pour jouer à Squid Game ? Eh bien, on va prendre des individus qui, premièrement, évidemment, ont des dettes extrêmement importantes et un besoin d'argent qui est extrêmement rapide. Il faut des gens qui sont endettés jusqu'à la mort, littéralement, qui doivent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. Et qui ont besoin de cet argent rapidement, qui ne pourra pas l'avoir autrement parce que la somme est trop importante. Il vous faut donc de l'argent très rapidement et c'est ce que vous propose le jeu. Ensuite, il faut que ces personnes-là, qui doivent de l'argent, elles courent un danger qui est réel, qu'elles aient des vrais risques, par exemple pour leur vie. Si elles doivent de l'argent, mais que si elles ne remboursent pas l'argent, il ne se passe rien, parce que la banque à laquelle vous devez de l'argent elle a fermé, parce que il n'y a aucun risque qui est encouru, finalement que vous le remboursiez ou pas, c'est pas très grave et donc vous n'allez pas forcément être enclin à aller jusqu'à tuer des gens. Par exemple, dans cette série, vous avez Jang Deok-soo. Oui, je suis allé sur Google pour vérifier le nom parce que je les connais pas par cœur. Bon, j'ai oublié le nom parce qu'il est trop compliqué, donc je vais aller sur Google. Parce que le coréen c'est difficile et que je parle pas cette langue-là. Donc vous avez Jang Deok-soo qui, lui, est menacé par un gang qui doit l'argent à des criminels. Et s'il ne rembourse pas cet argent-là, qu'il n'a pas, eh bien, il va mourir tout simplement. C'est donc le fameux dilemme entre tuer et être tué. Alors, certains choisiront d'être tués parce qu'ils ne veulent pas aller jusqu'à tuer des gens, ce qui se comprend et je crois qu'on peut pas le savoir tant qu'on n'est pas face à la situation. Mais vous avez aussi du coup une partie de ces personnes-là qui va accepter d'aller jusqu'à tuer des gens, et donc vous voulez leur proposer de jouer à Squid Game, qui est précisément le fait de tuer des gens pour gagner de l'argent et donc sauver votre vie. Et puis il faut que ces personnes-là elles aient également une absence de perspective. Il faut qu'elles n'aient aucune perspective pour gagner cet argent. Si elles ont un autre moyen de gagner de l'argent et de rembourser, elles n'ont aucun intérêt à aller jusqu'à tuer des gens si elles peuvent le faire autrement. Il faut que ces personnes-là elles soient au pied du mur, qu'elles n'aient aucune autre solution. D'ailleurs, pour avoir étudié la criminologie, c'est un des facteurs qui fait que vous allez parfois sombrer dans la délinquance, voire dans la criminalité. Je pense notamment au trafic de drogue, alors c'est évidemment pas uniquement des gens qui n'ont pas de perspective, c'est juste des personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent, point. Mais vous avez aussi des gens qui ont besoin de gagner de l'argent rapidement et qui n'ont pas d'autres perspectives. Par exemple, vous avez un cas classique de personnes qui vont par exemple commencer par vendre du cannabis et puis qui vont se faire prendre avec le cannabis et avec l'argent et qui vont devoir rembourser à leurs supérieurs à la fois la drogue qui a été prise et l'argent qu'ils ont perdu, qu'ils avaient sur eux. Et donc ils vont commencer à vendre une drogue encore plus dure pour gagner de l'argent encore plus rapidement. Puis parfois ils vont peut-être aller jusqu'à commettre des crimes parce qu'ils ont à la fois un besoin d'argent rapide, des dettes importantes pour leurs supérieurs dans l'échelle de la drogue, ils ont un danger réel, ils vont se faire tuer tout simplement s'ils ne remboursent pas l'argent. Et il y a une absence de perspective, ce sont des gens qui sont souvent malheureusement sans aucune ressource derrière et qui ont besoin de commettre ces actes-là pour réussir à gagner suffisamment d'argent. De la même manière, dans l'islamisme radical, vous allez parfois avoir une stratégie de la part des recruteurs, ce qu'on appelle les recruteurs, qui va consister à cibler des gens qui sont sans repères, qui sont sans perspective, et puis vous allez leur proposer une perspective nouvelle, de rejoindre l'organisation, vous allez leur faire confiance, et là, même s'il n'y a pas d'enjeu financier, il y a un enjeu énorme qui est celui d'avoir un sens dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on va réussir à convaincre des jeunes de s'embrigader pour des organisations qui sont des organisations criminelles. Mais avoir la bonne cible, ça suffit pas. Si vous voulez les convaincre, il faut d'autres ingrédients, et c'est ceux qu'utilisent les recruteurs de Squid Game. Un des éléments centraux de la persuasion pour jouer à Squid Game, c'est le fait de cacher ses intentions. Alors vous allez avoir pour ça un homme qui vient vous voir en costume cravate avec une mallette et il vous rencontre un peu par hasard, vous voyez. Il vous dit pas qu'il vous connaît, qu'il connaît tout sur votre vie. Il le dit un peu après d'ailleurs. Mais au début il ne le dit pas.
Il vous propose juste, innocemment, de jouer à un petit jeu. Bon, déjà, il est en costume, donc vous avez tendance à plus lui faire confiance, en tout cas à croire qu'il a effectivement de l'argent. Il ressemble un peu à un banquier à ce moment-là. Et là, on revient à la notion essentielle d'éthos en rhétorique. L'éthos, c'est la sympathie, la confiance qu'on va inspirer à son auditoire, à la personne qu'on veut convaincre. Et évidemment, on a plus tendance à croire et être convaincu par quelqu'un en qui on a confiance que quelqu'un en qui on n'a absolument aucune confiance. Si la personne vient vous voir en guenille et vous propose de gagner 100 000 euros par jeu, vous n'allez pas le croire, vous allez sentir une arnaque, quelque chose de bizarre, et donc vous allez partir. Là, c'est pas le cas. Donc il propose un jeu de manière innocente, sans préciser qu'au final vous allez devoir vous retrouver dans un grand hangar avec des tenues et devoir tuer plus de 300 personnes. Il vous propose un jeu simple, déjà c'est un jeu, donc il y a la notion de ludique, on s'amuse, etc. Pendant lequel, soit vous gagnez de l'argent, 100 000 won par partie remportée, soit vous prenez une gifle. Ce qui n'est pas trop grave, vu les dangers que vous encourez à côté. Et ça renvoie aussi un peu à la technique rhétorique qu'on appelle la question socratique. C'est une façon de convaincre qui consiste à poser des questions qui semblent ne pas avoir de rapport avec ce que vous voulez démontrer. La personne ne se méfie pas, elle va accepter des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter, et au final, elle se retrouve à dire rouge alors qu'elle voulait absolument montrer que bleu. Par exemple, vous avez une personne qui est devant vous, et elle vous dit je suis triste, ma copine m'a quitté, je peux pas vivre sans elle. Si vous lui dites à combien de pourcents à combien de pourcents tu estimes ne pas pouvoir vivre sans elle, ne pas passer une seule seconde sans elle, et qui vous répond 100%. Et vous pouvez ensuite lui dire pourtant, là on est que tous les deux, elle n'est pas là et tu vis sans elle. Et là il est un peu bloqué, il a admis quelque chose qui va contre ce qu'il voulait dire au départ. Alors quand vous faites face à quelqu'un qui, a priori, vous pose des questions sans rapport avec quelque chose, alors même qu'il est censé vous démontrer quelque chose, vous avez une technique, par exemple, pour les avocats qui consiste à faire ça, pour faire admettre à un témoin quelque chose qu'il voulait cacher. Et bien en fait, si vous voulez contrer ça, il faut simplement demander toujours à la personne où elle veut en venir. On voit une question qui n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous voulez démontrer ou pas, et bien vous dites à la personne, mais où tu veux en venir ? Pose-moi directement la question, où tu veux en venir ? Dernière avec Hugo Delon de l'équipe. Bertrand Latour. Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Et je sous-entends rien, je pense que... Et là, elle sera un peu bloquée, elle sera obligée d'aller jusqu'au bout. Ensuite, le recruteur, vous marquerez très très fort au jeu avec les carrés en plastique qu'on tape, il perd quasiment jamais en fait. Ils vont jouer des heures, et au final, le personnage principal, il va enfin gagner une fois, il va gagner 100 000 won tout de suite, maintenant, il va toucher cet argent-là, et là, on commence à rentrer dans le processus de l'addiction au jeu, qui est encore une fois un phénomène criminologique. L'objectif ici, c'est de transformer des gens normaux en criminels, et pour ça, on va le rendre accro à ces jeux d'argent, même si c'est déjà un peu le profil de la personne, puisqu'il joue déjà au loto, au quintet, enfin aux chevaux, etc. Et donc, vous allez le laisser gagner une fois, comme ça, il a cette sécrétion de dopamine de la récompense, de la victoire de ce jeu, et il voit qu'il peut gagner de l'argent. Il sent la possibilité. Vous voyez, ce phénomène d'addiction au jeu, en général, ça commence par un gain assez élevé, assez rapide, qui vous fait croire que vous êtes bon à ce jeu, qui vous fait croire que vous pouvez gagner de l'argent rapidement, alors qu'au final, vous allez tout perdre, et en l'occurrence, vous allez perdre votre vie. Et donc là, on commence déjà à instiller une puce d'addiction à ces jeux-là, qui va pousser à convaincre la personne. Mais si vous voulez vraiment la convaincre de participer à Squid Game et d'être engagé dans ce jeu, il faut que la décision, elle vienne d'elle-même. Il ne faut pas que vous lui disiez tout de suite « Tiens, est-ce que tu veux jouer à ce jeu signe maintenant ?» Parce que là, elle aura l'impression que vous lui imposez, et donc finalement, elle n'aura pas un taux d'engagement très élevé. Elle va partir peut-être très vite. Ou alors peut-être qu'elle ne va pas accepter de participer. Alors que si vous la laissez mijoter, que vous lui donnez juste une petite carte, appelez-nous. Vous voyez, appelez-nous. La démarche vient de l'autre, pas de nous. C'est pas nous qui lui imposons, c'est une possibilité qu'on lui offre et qu'il décidera de lui-même de prendre ou pas. Bah là, on est beaucoup plus engagé parce qu'on va ensuite appeler. Et là, ça fait appel à deux choses. La première, c'est le fait que quand la décision vient de l'intérieur, elle est beaucoup plus forte. Si vous voulez convaincre un enfant de ne plus jouer à tel jeu, de ne pas manger telle friandise, il ne faut pas lui imposer, en tout cas c'est ce que la psychologie nous a enseigné, il y a beaucoup d'expériences si vous voulez chercher sur les enfants et le rapport aux ordres, à l'autorité, etc. Si vous lui dites simplement ne joue pas à ce jeu, c'est mal, et que vous lui imposez de ne pas jouer à ce jeu, bah elle ne jouera pas tant que vous êtes là, et puis une fois que vous êtes parti, si vous lui laissez la possibilité de jouer, elle jouera. Par contre, si elle comprend pourquoi est-ce que c'est mal, si elle intériorise la décision, et que vous lui dites bah, joue au jeu que tu veux, mais ce jeu-là, voilà pourquoi il est mal, et qu'elle prend la décision elle-même de ne pas jouer à ce jeu-là, les expériences ont démontré que, sur la longueur, quand elle va être de nouveau confrontée à cette situation-là, c'est la décision qui sera venue de l'intérieur qui sera la plus efficace.
Donc là c'est la même chose, vous laissez la personne appeler, vous laissez la personne décider, et elle est engagée. Puis c'est aussi le principe de la cohérence. Dans la société, on a un besoin intrinsèque en tant qu'homme d'être cohérent. On veut que nos actes, nos paroles, nos décisions, tout ça soit inscrit dans une cohérence totale, sinon on nous le reproche. On voit souvent les politiques, vous savez, ce fameux truc de oui mais en 2012 vous aviez dit ça et aujourd'hui vous dites ça. C'est pas normal. Ah oui mais en fait effectivement en 8 ans j'ai changé d'avis. Et en fait encore heureux. D'ailleurs la phrase de Damso... Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. J'ai changé. Évidemment que je suis plus le même qu'hier. C'est une évidence que les gens changent et donc c'est pas grave. Mais le fait est qu'on est mu en tant qu'homme par le principe de la cohérence et donc une fois qu'on s'est engagé, on a envie d'y aller. Et on a envie de montrer que nos actes et nos paroles elles sont en cohérence. Alors ensuite, une fois que vous avez réussi à obtenir l'inscription du joueur, qu'il arrive sur le lieu du jeu, si vous voulez vraiment qu'il soit engagé, il faut toujours cacher vos intentions. Il faut toujours lui faire participer au premier jeu pour que là encore il sente le pouvoir, la confiance, il sente qu'il peut gagner ce jeu. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être extrêmement ambigus sur les règles du jeu. Ils vous disent, si vous perdez, vous êtes éliminé. Et là évidemment vous avez l'ambiguïté entre être éliminé d'un jeu, qui signifie juste sortir du jeu et vous retournez chez vous et vous avez perdu, et le fait de se faire éliminer par quelqu'un, au sens se faire tuer, ce qui est le cas ici. Sauf que évidemment les gens ne pensent pas qu'ils vont mourir pour un jeu d'argent comme ça, ils pensent juste qu'ils vont être éliminés, donc ils vont rentrer chez eux tranquillement, et donc finalement qu'ils n'ont rien à perdre à participer. Ils peuvent encore refuser de participer. Ils pensent même qu'ils ont la liberté de partir quand ils veulent, puisqu'on leur dit, écoutez, si vous décidez de ne pas participer à un jeu, vous êtes éliminé. Sous-entendu, si je refuse de jouer, je rentre chez moi. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Si vous êtes éliminé, on vous élimine au sens on vous tue. Et ça vous ne le savez pas à ce moment-là du jeu. On cache encore nos intentions. Et donc vous jouez en premier jeu et puis ceux qui restent. Alors il y a ceux qui sont choqués et il y a ceux qui se pensent suffisamment bons pour aller au bout du jeu pour gagner l'argent. Et qui vont continuer, et je crois que c'est la majeure partie de ce groupe-là, en tout cas c'est la moitié. Puisque il y a cette nouvelle étape de la persuasion qui est de encore une fois, leur laisser le choix. De leur faire croire qu'ils ont le choix. De leur faire croire que la décision vient d'eux. Donc là on propose, un des joueurs propose de faire ce fameux vote, qui leur permettrait de partir si la majorité vote pour. Et là vous avez la moitié qui dit on reste, la moitié qui dit on part, et la décision revient au dernier joueur, dont j'ai oublié le nom et je vais regarder tout de suite sur Google. Et donc là vous avez, j'ai regardé c'est bon, vous avez Oilnam qui est l'organisateur du jeu, qui est un peu caché dans le jeu avec les participants et donc ils ne savent pas qu'il est à l'origine de tout ça. Vous avez Oilnam qui va avoir la décision finale, puisqu'il ne reste qu'une voix, il y a égalité, et il va voter pour le fait de partir. Alors là vous avez deux options. Soit vous vous dites finalement Oilnam il est pas si méchant que ça, vous voyez il leur laisse le choix, maintenant qu'ils savent ce qu'est le jeu, ils peuvent revenir ou pas en pleine conscience. Alors faut quand même pas oublier qu'il a déjà tué 200 personnes, je sais plus, 150 peut-être. Et surtout en fait depuis le début, il a caché ses intentions. Si vraiment il voulait leur laisser le choix total de venir ou pas en pleine conscience, il leur aurait dit dès le début en quoi consistait le jeu. C'est pour ça que pour moi c'est plus la deuxième option, qui est celle de dire que ça s'inscrit dans la logique de persuasion des candidats de jouer et surtout de rester jusqu'au bout. C'est ça le plus dur, c'est pas de les faire venir, c'est de faire en sorte qu'ils restent jusqu'au bout et qu'ils ne votent pas tous pour partir. Et donc là il les laisse partir, et donc ils mijotent encore, et finalement ils se rendent compte que, on avait vu les trois choses du début, ils ont toujours des dettes extrêmement importantes, ils ont toujours un danger qu'ils encourent, et ils ont toujours aucune autre perspective que celle-là, surtout que maintenant on leur a fait voir l'argent. Avant le vote, on leur a mis une deuxième puce, après celle de l'addiction. On leur a mis celle de la perspective de l'argent réel. On leur a fait venir la bulle en vert avec tout l'argent qui tombe, et donc ils ont vu cet argent-là. $100 million is at stake per player. For 25.5 billion of prize money has been accumulated so far. Ils savent qu'ils peuvent l'avoir, parce qu'ils ont réussi le premier jeu. Et donc ils vont revenir. Et une fois qu'ils sont revenus, principe de cohérence, ils sont obligés de rester jusqu'au bout pour être cohérents, et donc ils vont rester jusqu'au bout, tous, puisqu'ils n'ont plus aucun intérêt à partir, sauf le personnage qui a tué sa femme lors du jeu des billes. Lui, il y a un petit paradoxe, c'est qu'en fait c'est le seul qui aurait pu partir avec un intérêt, puisque s'il part, si tous les joueurs partent, l'argent est redistribué aux victimes du jeu, aux personnes qui sont mortes avant. Sauf que lui, vu que sa femme est morte,
il est à la fois joueur, mais il est aussi famille de victimes. Donc s'il part, il reçoit l'argent qui est dû à la famille des victimes, et donc au final, il part avec l'argent et sa vie. Donc, finalement, il avait la meilleure option, mais bon, vivre sans sa femme qu'on a tuée juste avant, c'est quand même compliqué, donc je crois qu'en l'occurrence, il a envie de rester jusqu'au bout, puisque de toute façon, il a plus aucune perspective dehors. Donc. Finalement, vous voyez, il y a bien un processus très huilé entre le fait de définir une cible précise qui va accepter de jouer à ça, puis le fait de cacher ses intentions, de les rendre accros à ce jeu avec le gain de l'argent, l'espérance de victoire, etc. Et puis un fort engagement avec le principe de cohérence. Et c'est une méthode qui est un peu celle que je trouve est utilisée par une arnaque assez connue qui s'appelle la pyramide de Ponzi. Alors, de manière très simplifiée, parce que je suis pas dans la finance, ni dans la banque, ni dans l'escroquerie d'ailleurs, donc je n'ai pas les tenants précis aboutissants, mais c'est l'idée principale qui compte. La pyramide de Ponzi, c'est une technique d'arnaque qui consiste à dire à des gens, bah écoutez monsieur, si vous me donnez 10 000 euros, je vous promets un retour sur investissement très rapide de 10%, 15%, ce qui est énorme dans la finance. Vous n'avez pas des taux d'intérêt aussi élevés, en tout cas pas sans des risques inconsidérés. Là on vous dit, vous n'avez aucun risque, et vous avez 15% de retour. Alors les gens ils se disent, bon c'est un peu louche, mais bon en même temps, souvent la personne elle est bien habillée, on revient à l'éthos, au costume, à la mallette, elle est d'ailleurs souvent assignée à une banque, et donc au final il va prendre 10 personnes qui vont chacun donner 10 000 euros. Et puis il a donc 100 000 euros avec lui. Il va prendre par exemple 40 000 euros de ces 100 000 euros et il va les donner à la première personne qui s'était inscrite, qui va donc récupérer 40 000 sur les 10 000 investis. Donc là vous vous dites, bah, super, j'ai investi 10 000, j'ai récupéré 40 000 en une semaine, c'est incroyable, j'ai trouvé la poule aux œufs d'or, j'ai trouvé la bonne opportunité, alors je continue. Parce que j'ai besoin d'argent rapidement, parce que j'ai pas de perspective particulière, même si j'ai quand même suffisamment d'argent pour investir un peu, hein, donc vous voyez tout de même, on n'est pas sur la même cible précise que Squid Game, puis vous allez réinvestir. Et puis, au bout de 100 personnes, à chaque fois il va redistribuer un peu à chaque personne, et puis bah, chaque personne en amenant une autre, vous allez avoir plein de gens, plein d'argent, et puis vous partez avec cet argent-là, donc au final, plus personne n'a rien. Alors bon bah des conseils j'en aurais pas tellement en fait à la fin de cette vidéo, si ce n'est de vous dire de faire attention à ce qui est louche, ce qui est bon, pas très informatif, hein, on fait évidemment attention à ce qui est louche. Alors ma question c'est, est-ce que si vous aviez été dans la situation des personnages de Squid Game, et qu'on aurait exercé sur vous ce mécanisme bien huilé de persuasion, vous pensez que vous auriez pu vous laisser tenter, vous auriez pu succomber? Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez que ça aurait pu arriver, même si évidemment on ne sait jamais vraiment tant qu'on n'est pas confronté à la situation. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.